So for us, most of the time, we try to take about 26% in such companies because as per the company's code in Ghana, you can then have those blocking rights. So we don't go below 26%. Well, let me do any closing thoughts. Sorry, Constantine, I'll come back to you. Thank you. I guess I'll just be very brief. I think it's a gradual process. Sometimes we forget that. So we as a fund have a very specific mandate to invest in these kind of things, right? So when we're balancing the risks of our investments, relatively speaking, compared to a pension fund who are weighing up whether they should invest in a government security or another corporate, right? The distinction that they have is very different to us as a specialized fund. So I guess that's just the last thing that I would say. Okay. I think yes. Briefly. Briefly, like I said, the consortium is very new, and the consortium is coming together for a very specific reason, that we want to harness and we want to gain from economies of scale and to be able to save our time and resources. I've just been talking to a few people, during the lunch break and so on, and I said, would you rather come to Kenya and speak with each individual pension fund, visit 1,116 trustees, institutions, and attend all their board meetings, or would you rather be speaking to one or two institutions? And really the idea is that we already are in this space, but in a very fragmented manner. The idea is to come together, work as a team, and benefit from expertise that has been availed to us. Thank you, ladies and gentlemen, for this panel. Please give them a round of applause. So I invite you to go, if you want, quickly have a tea, and we'll start the last session quickly. Thank you very much. Monsieur Andrew Chipanda, nouveau président et directeur général de Shelter Afrique. Big round of applause, please. Monsieur Eric Kochi, directeur crédit immobilier et commercial à la Banque de l'Habitat de Côte d'Ivoire. Monsieur Gomelo Zimona, director of Botswana Housing Corporation. Et enfin, Monsieur Célestin Koala, le directeur national du logement auprès du ministère du Logement de la République de Côte d'Ivoire. Thank you all for being here with us this evening. So, Andrew, we will start with you. If you can tell us about the experience of Shelter Afrique in mobilizing construction finance. Okay. And in around 10-15 minutes. Yes, yes. I've just done a 3 or 4 page slide, if I can take it through. Bonjour, mon ami. Je m'appelle André. Et vous? Don't answer all at the same time. Anyway, thank you very much, Olivier. Merci beaucoup. My topic today is discussing challenges and opportunities in affordable housing. My name is Andrew Chimponda. I've written a long CV because my shareholder is here, African Development Bank. I don't want them thinking they're paying me for nothing, so yeah. But anyway, let me skip through this slide because that's not important. That's just qualifications. What is important is delivery. Okay, so this is now what I'm talking about. Okay, I think before we get into the topic of challenges and opportunities in construction finance, I think it's critical for me to introduce the company Shelter Afrique. They paid for my ticket to come here.
Okay, so I'm the managing director of Shelter Afrique. Shelter Afrique is the only exclusive Pan-African financial housing institution that focuses on providing housing finance basically to the affordable market. It's owned by 44 countries. They own 78% shares, which is the Class A shareholders, and then Class B shareholders is now the African Development Bank, which is the biggest shareholder, and then we've also got Africa Reinsurance Company. So that is the shareholding. We're out in the market. We've introduced the Class C shareholder, where we would like to attract other private sector institutions, developmental financial institutions, CDC, KFW, all these guys that have lots of money to put into Africa for affordable housing. So we're knocking at their door. And I would like to also say that because Shelter Africa has gone through, it's always called a transition when we talk to the press. It's called a reorganization, it's called a redesign. When I started the job 2-3 weeks ago, I realized, where's the management? I have to bring in the management. But that's a story for another day. So I'd like to say that we are open for business, Shelter Afrique. That requires a hand of applause. I will explain why. It's because we were virtually close to new business for close to 2 years. We had our board meeting. It was a very clear-cut discussion that the housing situation in Africa is so critical such that you never close for business. You just improve your underwriting controls when it comes to how you make your project finance decisions. Okay, so I think as a background, I've already covered the background, but I think what we've realized is that most construction companies and developers in Africa, just to set the scene, are really keen on high middle income housing, living low income, critically underserviced and underfinanced. We saw this in Ghana, where you find that the developers are focusing on development profit. So if they can't build at scale, they go high end because of the development profit. Governments are still in the process of digitizing, legitimizing land records and registration. This is common across many countries in Africa, and also government policy itself is yet to catch up with the needs of housing finance. It's an iterative process. This is how Africa looks in terms of numbers. 90% of Africans cannot afford to buy a house. Why is this important in construction finance? When you're building, you're a developer, you want take-up. And in most cases, you rely on the mortgage finance market. But I've worked in banks, and you realize that 100 people will apply for a loan, but eventually those that qualify effectively as anything between 5 and 7%, depends on country to country because of different reasons, credit risks, and also lack of affordability. 3 billion people in the developing world will require housing by 2030. 62% Sub-Saharan Africa currently lives in what is described as slum dwelling. What is the vision of Shelter Afrique? We want to make sure that Africans get a decent home in Africa. Well, not Africans, all Africans get a decent home. I look around the table here. Nobody's living in a slum. Does anyone live in a slum here? Okay, he says he lives in a slum. Oh, come on. The guy was giving 0 interest rates. I'm so surprised. I am still wanting to talk to you about those 0 interest rates. But the point of the question was just to say that because other people do not have the same decent shelter that we have, we are all morally obliged, doesn't matter where we're working, to make sure that we work collectively in terms of realizing this vision that all Africans have decent but also affordable housing. And then this is a minimum of 2.5 billion is the annual requirement in terms of housing annually when you look at the shortage. I tried to look at just 2 big economies, Nigeria and South Africa. The combined value of housing shortage is close to 97 billion. And also more than 2 billion new urban residents are created annually. Look at that market, look at that demand, which leads to over 40% of the African population are living in
urban areas. Of course, the rate of urbanization will vary country by country. What does this mean? 51% of the urban dwellers live in slum accommodation. Okay, so if you look at Nigeria, they've issued 66,000 mortgage applications in 2015. But if you look at the actual mortgage, the Nigerian mortgage finance company, just only 0.04% of the entire population. Just talks to the huge opportunity. 55% of the mortgage industry's 94 billion naira loans of loans last year were classified as, talk about non-performing. I can write a book on non-performing loans. But anyway, where's Nigel? Nigel can help me write that book. And then 24,000 mortgage loans were also marked as active. This is in Kenya in 2017. Why are these stats important? It talks to, when we now talk of the challenges, the key challenges which we will discuss today is government policy, high cost of finance, prohibitive loan tenure. So when we speak to the developers, I spoke to a developer who's developing the City Ado just here in Côte d'Ivoire. What we actually realized is that he's building huge, fantastic houses, but he can't actually get financing from the banks because the banks actually, the financial institutions do not actually fully understand construction finance. So the loan term they've given him does not match the requirements of his project. So as a result, he's already entering into default within 2 years without actually an understanding of how the development process sort of flows. And also you always have the high cost of finance because of the perceived risk. So these are things that needs to be looked at. What we did in Shelter Afrique is we did a deep dive survey into 6 member countries. I'll just talk about just a few of those. If you look at the Democratic Republic of Congo, developers there have difficulties accessing finance despite financially attractive projects and existing guarantees. There's restrictive processes of obtaining finance, short payment deadlines, which I've mentioned. Existing state insurance designated for loans is not utilized. Many funding proposals exist. Many proposals exist but are confronted with excessively high interest rates, short repayment periods. Doesn't that sound like Africa though? It does, right? In fact, when Zambia, the gentleman from Zambia Home Loans talked about the interest rates, people were laughing, but yet that's a reality, and people there are thinking, that interest rate is not so bad. Of course, land issues, very high price of materials, political constraints, bureaucracy, and length of processing. Now, when you go through this, I know we've got people who've actually flown from the UK, from the States. They're like, okay, now it sounds like I'm in Africa. Currency volatility. As much as we'll talk about these challenges of currency volatility, it's incumbent upon us to always find a solution as to how we deal with this, and that's part of the discussions we'll have today. High interest rates we've spoken about. Developers focused on the high end, we've talked about that. Low mortgage penetration. Center for Africa Housing Foundation have done a beautiful publication on 2018, and I won't go into the detail because the stats are in there. We've talked about Zambia. I will skip it because we had Zambia Home Loans. Approaching construction finance mobilization. So the governments, the legal frameworks, they need to improve registration of land title. It's not a one-day event. It's a process. Digitization of records. Interesting, Zambia Home Loans actually assists their customers doing goodwill to them, but what they're trying to do is perfect the security, make sure they've got a title deed for every loan that they provide. Financial institutions need to improve credit worthiness and improve credit rating. Governments need to make housing policy and housing projects a front-of-mind issue. Transportation and infrastructure policy, there's a knock-on effect on housing, and incentivize developers and developments. Some countries actually do provide those incentives for developers to build housing in the low end of the spectrum. Okay, so what approach do we believe we should follow? Governments can pool resources, which is Shelter Afrique's model, allowing them to access markets together at better financing terms.
look for projects that reflect the current market appetite. There are a lot of funds for green projects. And I think in short, we talked about green developments and the fact that there's a lady who spoke about how much the investment in green actually doubled over the years. And also, this is something that's very important in the different countries in Africa when you want to raise funding using local currency. What we found at Shelter Afrique is that when you take money in dollars and you lend locally, obviously in the local currency, depreciation is a reality. So we found a solution around that. We raise the money in the local currency, lend it in the local currency, and then at least you've taken care of that exposure. What we need to work out is making sure we've got a competitive cost of funding. Got to work it backwards so that the product you provide is actually competitive, because it's no longer the days where you hard sell your product to the end developers or customers. So these are the opportunities which we've discovered in the deep dive. I am now concluding. The potential for diversification, for example, foreign investors see the rental sector as an inflation and currency hedge. There was a gentleman, from the International Housing Solutions, IHS. Now they've already been able to raise, they gave us the numbers, but in excess of, well, not in excess, just under $500 million US. How did they actually manage to do that? Of course, they got investors from around the world that have an interest in improving Africa. The point is, they tried the build for sale, market changed, then they realized, what are we going to do? We have to work backwards and go into the rentals, and they are now seeing that the rental is working. And I think that's a good case study. Construction is a major contributor of economic growth. Housing construction, repairs, I won't read the rest because we all can read, but I think I'll just highlight the points that I think that are critical. The current deficits on the continent cannot be met by home ownership alone. By sharing risk with the banks, financial institutions could offer longer repayment periods and lower interest rates. I just want to emphasize that this is a reality. I was in the rain at Ado's estate. The guy was so passionate about his building that he was explaining to me in the rain, whilst one of his drivers was holding an umbrella. I couldn't say remove the umbrella so I can also share his passion because I was suffering from a cold. But the point is, it was very clear to me that they want longer repayment terms. We've got to listen to them. They want more competitive rates. That is what's going to make things work. They want sharing, okay, then financial institutions could contribute through the standardization of loan underwriting. So I think last but not least, there is opportunity in liberalizing the insurance sector. Project selection should also consider realistic development timelines, which is a bit of repetition in terms of what I was talking about. So I think in short, even though when I look at the non-performing loans within the Shelter Afrique portfolio, actually 80% of that came through from project financing. That doesn't mean you stop doing business, you stop lending. Of course, we're going back, we're going to lend at a higher scale, public-private partnerships, but making sure that we've got strong underwriting controls and in terms of how we also select the developers that we work with. Thanks, Olivier. Bonsoir à tout le monde. Je suis Eric Kochi, directeur du Crédit Immobilier de la Banque de l'Habitat de Côte d'Ivoire. Et j'ai l'immense honneur de pouvoir participer à ce panel avec toutes ces personnalités. Et le thème qui nous est donné, c'est défis et opportunités dans la mobilisation du financement pour la construction. J'ai noté tout à l'heure dans l'intervention d'ICO Andrew qu'il a mis l'accent sur la mobilisation du financement par le constructeur. Moi, je vais vous présenter cette mobilisation sous le prisme du banquier. Nous sommes Banque de l'Habitat. Nous sommes Banque de l'Habitat et nous sommes à la fois une banque de détail et une banque de financement des promoteurs. Alors, je voudrais défi opportunité. Je voudrais tout simplement dire que bâtir la chaîne de financement du logement en Afrique, c'est s'attaquer aux deux piliers du marché du logement, à savoir l'offre et la demande. Mais il y a un constat que nous avons eu à faire au niveau de la Banque de l'Habitat parce que nous avons
pratiquement 24 ans d'existence, c'est que la plupart des politiques du logement en Afrique ont consisté à traiter rien que la demande. Vous avez apprécié tout à l'heure le beau discours que notre ministre du Logement a eu à faire. 90% des mesures qui ont été prises, c'est comment aider les populations à avoir accès au logement. Et c'est seulement, je crois, 10% qui est réservé à la mobilisation du financement pour les constructeurs. Donc vous êtes d'accord avec moi qu'il y a un problème quelque part. Or, la demande ne sera jamais satisfaite sans une offre suffisante et adéquate. S'il n'y a pas de maison, si les maisons ne sont pas adaptées, s'il n'y a pas suffisamment de maisons, il est clair que toutes les demandes ne pourront jamais être satisfaites. Alors pour que cette offre existe, il faut des financements, notamment le financement de la construction des logements. Débattre donc des défis et opportunités dans la mobilisation du financement de la construction, c'est se poser cette question. On va se la poser. Comment lever des fonds pour financer la construction? En fait, nous résumons ce thème à cette question. Comment lever des fonds pour financer la construction? Et nous avons un regard de banquier. Parce qu'en tant que banquier, nous avons donc besoin de lever les fonds qu'il faut afin de pouvoir financer nos promoteurs qui frappent à notre porte. Existe-t-il des fonds adaptés au financement de la construction? Quelle peut être la source de ces financements? Quel rôle peut jouer l'État dans la mobilisation de ces fonds? Alors, il faut noter qu'il y a une spécificité du financement du constructeur. Et nous voulons faire cette précision après une longue réflexion que nous avons eu à faire au niveau de la Banque de l'Habitat. Je rappelais tantôt qu'on a 24 ans d'existence. C'est que les dépôts clientèles ne sont pas une source adéquate pour financer la construction, mais plutôt les acquisitions. Pourquoi? Cette spécificité se trouve dans la nature même des emplois que constituent les financements accordés par les banques. Notez avec moi que dans le cas de la Banque de l'Habitat, le portefeuille est volatile. On a par exemple affaire à des SCI. Une SCI peut juste être créée pour juste un programme. Et dès que le programme est réalisé, la SCI disparaît. Et la plupart des promoteurs qui viennent parce qu'ils ont saisi des opportunités. Ils ne viennent pas tous pour rester 20 ans, 30 ans. Donc c'est un portefeuille qui est volatile. Contrairement au portefeuille d'une banque traditionnelle. C'est un portefeuille qui est plutôt stable. Quand cette banque traditionnelle a un client, c'est pour 20 ans, 30 ans, 40 ans. Deuxièmement, il y a le fait que les financements constructeurs sont condensés et importants. Un seul promoteur peut lever 10 milliards de francs CFA. Mais dans une banque traditionnelle, pour lever 10 milliards, il faut peut-être 1000 clients. Il faut peut-être 100 clients. Vous voyez donc qu'ils ont un portefeuille qui est plus ou moins granulaire, là où, pour les banques de financement de l'immobilier, le portefeuille est plus ou moins condensé et les montants qui sont en jeu sont importants sur la tête du client lambda. Le troisième élément que nous pouvons noter comme spécificité, c'est que le financement de la construction est un financement à court terme. Il a dit tout à l'heure, le CEO, Andrew, il a dit qu'il y a un problème d'analyse et de compréhension de la construction au niveau des banques. C'est pour cela que les modélisations de financement que ces banques-là présentent ne sont pas adaptées. Dans notre cas, par exemple, nous avons eu à faire ce qu'on appelle des rescue loans, c'est ça,
des rescue loans, c'est-à-dire que des promoteurs qui ont été financés par des banques traditionnelles, et ces financements n'étaient pas adaptés. Pourtant, c'était de bons projets. Et ces projets ont échoué. Donc, nous avons été obligés de racheter ces anciens financements, les remodéliser, faire ce qu'on appelle une rallonge et réadapter par rapport à la spécificité du projet pour que le projet redevienne fiable. Il y a un qui était là même ce matin, avec lequel nous communiquons sur tous les plateaux où nous présentons, c'est la société Kimetz. Aujourd'hui, Kimetz a dans son projet 134 logements à réaliser, mais Kimetz a plus de 400 demandes crédibles pour acheter les 134 logements. Et pourtant, il y a 6 mois, c'était un projet qui avait échoué. Donc, pour vous dire que le financement, il est court, mais il doit pouvoir s'adapter aux spécificités. Et à la Banque de l'Habitat, nous avons cet avantage de 24 années de financement de l'immobilier en Côte d'Ivoire. Donc, on a une bonne connaissance du local. Et depuis que Westbridge Mortgage Rents a repris le contrôle de la banque, donc ils sont arrivés avec les nouvelles approches de financement hypothécaire du Canada. Donc, ce sont des approches très modernes. Donc, quand on combine les deux, ça nous donne vraiment de produire à nos clients des modélisations qui sont très pratiques et qui ne peuvent se trouver ailleurs. Les banques naturelles, les banques traditionnelles, leurs financements, généralement, ce sont des financements qui sont longs. Donc, ce n'est pas toujours adapté aux constructeurs, parce que plus le projet est long en longueur, du moins il est long dans la durée, le client paye beaucoup plus d'intérêts. Alors, quelles peuvent être les sources de financement adaptées à la construction? Je voudrais dire qu'aujourd'hui, nous, au niveau de la Banque de l'Habitat, nous sommes dans cette approche que je vais décliner maintenant. Parce que c'est cette approche que notre actionnaire principal a déployée au niveau du Canada. Ils ne sont pas banquiers, mais ils financent le crédit hypothécaire. Donc, ils n'ont pas de clients qui ont des comptes bancaires domiciliés à Westbridge, mais ils financent parce qu'ils arrivent à lever des fonds auprès d'un certain nombre d'institutions. Donc, c'est cette méthode-là qu'aujourd'hui, la Banque de l'Habitat s'est réorganisée pour mettre en œuvre. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit, par exemple, des institutionnels. Les fonds de pension dont on a parlé tout à l'heure, les assurances. Il s'agit des lignes de crédit des IFD, les institutions de financement du développement, telles que la BAD, SFI, la Banque mondiale. Il s'agit des clients fortunés. La Banque de l'Habitat vient de créer tout dernièrement une direction de gestion de fortune, donc des clients fortunés. Donc, vous tous qui êtes ici, vous êtes invités à ouvrir un compte à la Banque de l'Habitat, parce que je présume que l'immobilier est le secteur où on devient très rapidement milliardaire. Alors, on aura certainement besoin de vos fonds. Il y a également la bourse. Donc, on a prévu une entrée en bourse avec une session d'action pour pouvoir financer notre croissance. Il y a le marché secondaire qui consiste donc à la revente de crédits par bloc. Beaucoup d'intervenants ont eu à parler de cela. Il y a la titrisation, c'est également un élément du marché secondaire, mais c'est une session qui est adossée à des titres d'obligation. Donc, nous avons identifié toutes ces sources de financement qui sont des financements qui ne sont pas longs et donc qui sont adaptés à la nature de l'activité que nous voulons financer. Et on s'est réorganisé et aujourd'hui, toute notre approche, c'est de pouvoir lever ces fonds dont je viens de vous parler. Donc, tous les fonds de pension qui sont là, tous les IFD qui sont là, sachez que vous avez en face de vous l'interlocuteur privilégié sur la place de la Côte d'Ivoire comme sur la place de la sous-région ouest africaine. Parce que la Banque de l'Habitat ne finance pas seulement des crédits en Côte d'Ivoire. La Banque de l'Habitat finance également des constructeurs dans tous les 8 États de l'UEMOA. Et je peux déjà vous affirmer que nous avons déjà approuvé des crédits sur la place du Sénégal, qui est la deuxième place la plus dynamique après celle d'Abidjan.
Donc tous nos amis qui sont venus des autres pays, sachez qu'on peut dealer ensemble. Alors pour terminer, la quatrième question, quel peut être le rôle de l'État? On a écouté ce matin notre ministre et nous voulons faire quelques propositions. Parce que l'État a un rôle assez important pour aider les institutions financières spécialisées dans le financement de l'immobilier à lever les fonds adéquats. Il faut que l'État crée un cadre institutionnel adéquat qui favorise la sécurité du secteur des affaires. Il faut que l'État serve de garantie à la levée de fonds institutionnels des institutions de financement de l'immobilier pour que la Banque de l'Habitat puisse par derrière financer ses constructeurs. Je veux dire quoi? Je veux dire que l'État de Côte d'Ivoire pourrait par exemple donner sa garantie souveraine auprès d'une institution internationale. Après avoir identifié avec la Banque de l'Habitat un certain nombre de projets d'envergure à financer. Parce que nous avons la compétence, nous avons les hommes, nous avons l'expérience, nous avons la capacité d'analyser les risques, de pouvoir structurer les crédits, les réaliser, mais également effectuer tous les recouvrements qu'il faut pour que les institutions, les institutionnels puissent être repayés en retour. Donc l'État pourrait servir de garantie à ces levées de fonds, vu que l'épargne clientèle normale ne peut pas servir à financer correctement la construction. Le dernier point, c'est que nous invitons donc l'État et les institutionnels, vous tous qui êtes là, à considérer la Banque de l'Habitat et certainement les institutions spécialisées dans le financement de l'immobilier comme des structures qui peuvent domicilier tous les fonds que vous envoyez dans une nation donnée. Par exemple, si la Banque mondiale a des fonds qui sont destinés au financement de l'habitat, mais la Banque de l'Habitat est la banque adaptée pour pouvoir recueillir ces fonds-là et faire les analyses nécessaires pour les placer auprès des constructeurs comme cela se doit. Mais généralement, c'est pas ce qu'on constate. Donc, ça fait que les objectifs ne sont pas toujours atteints. Alors, pour terminer, je voulais dire tout simplement en conclusion que tous les grands changements subis par la BACI ces 9 derniers mois, la privatisation, la nouvelle identité visuelle, le renforcement des compétences, la réorganisation interne et même notre présence remarquée à cette conférence ont un seul objectif. Vous avez en face de vous la banque spécialiste du crédit immobilier dans les 8 pays de l'UEMOA pour domicilier non seulement les fonds institutionnels, mais également pour accompagner tous les intervenants dans la mise en œuvre de la chaîne de la réalisation des logements. Je vous remercie. Merci. Problems are so many, especially pertaining to the construction sector. And I think they're actually bigger than some of the problems that I often hear of being spoken of in countries such as Côte d'Ivoire. So perhaps I need to indicate that Botswana Housing Corporation has been in existence for the past 47 years. We have 47 years of experience. We are the largest player in terms of property development. We are a developer. We do social housing and commercial housing. We raise money as Botswana Housing Corporation through the capital markets, financial markets, and we get funds from government for social housing. Now, the problems that are actually affecting most countries in the developing world are being experienced by Botswana. This is due to the fact that Botswana has a very small banking sector. Botswana doesn't attract a lot of private property developers. Botswana doesn't have your shelter Africas, like your people who are very active in financing, properties, especially property development. Botswana doesn't have, a lot of players in the pension industry.
our banks are very shy in terms of financing contractors. So most of the problems actually experienced by other countries, sorry, I have a problem with this. Okay, so most of the problems that have been spoken of, which are challenges affecting African countries, are actually, they actually exist in Botswana. Most contractors are of small to medium scale, if you like. Therefore, you will find that they have a lot of problems in terms of accessing finance. They do not have sufficient collateral to obtain finances from commercial banks. The liquidity is very poor cash flow. They cannot negotiate with banks. And perhaps I need to indicate at this point in time that last year, the second largest mine in Botswana closed, leaving about 6,000 to 7,000 bankable people without jobs. And this created a big problem, especially for the construction sector, because now banks are not willing to finance anybody, including those who are willing to purchase houses. Now, when you speak of people who are now in the construction industry, you will realize that the risk is quite high. So the banks are saying to them, no, we cannot finance you. The private sector is not available to finance them. Project gets delayed. Projects don't get delivered on time. And this affects the economy in a big way. You might realize that we are one of the recipients of the Chinese loans. And this signaled a property construction boom in one way or the other. And this presented a lot of opportunities for the construction industry. Then you might realize that the indigenous contractors may not be able to participate because they rely heavily on the local banks to give them loans. But if the banks are not willing to come to the party, chances are they are not going to be able to participate effectively. And most of the companies that tend to win big tenders from government are those that are from other countries such as China. I'm mentioning China because in Botswana they are the dominant players when it comes to the construction sector. So you can see clearly that there is a lot of, there are a lot of challenges pertaining to concerning contractors, small to middle scale contractors in Botswana. Where collateral security and other documents are available to secure loans, there is high interest rates because banks are just saying, we can't participate in this particular sector. They are saying this because they are saying the contractors do not have sufficient acumen in terms of financial management and bookkeeping. I don't know if that makes a lot of sense. They are saying our contractors are not good at managing their finances, and as a result, they are too risky to be given loans and stuff like that. They are also saying our contractors are not good at project management. Therefore, they find it quite difficult. Whenever they assist, the interest rates are quite high. But we all know that in countries like Botswana, the construction sector is quite essential for the GDP of the country because they contribute between 5 to 10% of the GDP. So you will realize also that difficulties in accessing funds for initial takeoffs of projects also contribute negatively to project success, thus hindering the overall performance. Perhaps at this point in time, the vexing question is, what do you do? Just after awarding a tender to a contractor who comes back to you after 3 days, 2 weeks to say, I have not been able to raise the performance bond. Do you turn your back against that person, that company, cancel the contract and give it to the next person? Or what do you do? Try to endeavor to facilitate the person, the contractor, to try and access finance from elsewhere. Unfortunately, we do not have Shelter Africa in Botswana, which could be able to assist in this regard. So these are the problems which our contractors face. We're coming to Botswana. Thank you.
These are the problems which our contractors face on a daily basis. What do you do to a contractor who says to you, I will not be able to continue with this project because there is a serious shortage of material, supplies? Do you go out to assist this person in securing that material, or do you cancel the contract? Botswana, as you may know, the country is not that well developed. It has serious problems in terms of accessing materials, in terms of infrastructural development. There is serious shortage of water in some areas. Therefore, these are some of the things which our contractors face on a daily basis. And if you do not have access to funding, chances are you are going to, as a contractor, to have unqualified personnel. And what does that do to our project? It affects the quality and it affects the delivery. So these are the questions that we ask ourselves more often than not. Because participants who should be able to assist in this regard are shying away from coming to Botswana because the economy is small. You will find them in South Africa. I'm talking of private property developers, people who should be able to fund, contractors in countries like Botswana, are not there. I was shocked when I heard that in Kenya they have more than 1,000 players in the pensions industry. In Botswana, there are less than 10. I know in countries like South Africa, you have more than 10 banks. In Botswana, there are less than 10. And all are fighting for this little pie. So you can imagine what happens when it comes to the construction sector. The few companies that are of multinational origin, especially from China, are the ones that are getting all the jobs. And what does that do to the indigenous contractors? They die a natural death. So they become incapacitated over time and eventually they just collapse. Yes, I've spoken of bad performance. This affects the man in the street, the hoi polloi, the man who is in pursuit of shelter. Therefore, we are not able to meet the targets. We are not able to build as many houses as possible because the construction sector is suffering. The government has put in place certain interventions to assist the local contractors to participate effectively in this regard. But unfortunately, due to lack of access to financing, the contractors are not able to make it. A lot has been said. I don't want to repeat what has been said by most of the speakers this morning. So all I can say is that there are still opportunities for those of you who are actively participating in other countries to finance contractors to come to Botswana and assist and probably make money or make a little bit of money. But yes, and again, I've spoken of China, that there is likely to be a construction boom in Botswana. The nice thing about the whole situation is that the government is the major player in this regard, so chances are you will get your money. In a nutshell, we are saying there is need to capacitate the local contractors, especially in the developing world. The biggest problem they face, as indicated earlier, is technical. They need to be assisted in terms of how they can manage themselves so that they should be able to convince banks to give them loans or whoever is at their disposal to finance them for them to be able to finish and complete projects. We are saying Triple Ps should be active, should assist in this regard, because if it's Triple Ps, it appears private funders have a high appetite for Triple Ps vis-a-vis governments, so they should be able to assist in this regard. In a nutshell, ladies and gentlemen, this brings us to the end of my presentation. Thank you. J'appelle maintenant notre dernier intervenant, c'est Stinkola, directeur national du ministère du Logement en Côte d'Ivoire. Vous me parlez un peu de l'expérience du point de vue politique de la Côte d'Ivoire.
Merci beaucoup. Je voudrais, à la suite de Monsieur le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme de Côte d'Ivoire, qui a ouvert cette cérémonie ce matin, dire merci une fois encore à Monsieur Oscar Ngaya pour avoir organisé cette conférence. Merci infiniment d'avoir organisé cette conférence en Côte d'Ivoire et pour l'opportunité que vous nous donnez d'avoir tous ces partenaires d'investisseurs et de partenaires au développement ici, en Côte d'Ivoire. Merci infiniment. Et dire que c'était un réel espoir pour nous. Parce que, comme le disait un de nos amis tout à l'heure, beaucoup d'efforts sont faits dans la plupart des pays africains pour régler la question du logement social et économique. Mais il n'y a rien à faire. La problématique du financement, tant qu'elle n'aura pas été résolue, tant que nous n'aurons pas trouvé ensemble des solutions relativement à la question du financement, eh bien, on sera toujours en train de produire 300 logements, 1000 logements, 500 logements, là où d'autres pays sont à 100 000 logements, 200 000 logements. Le Maroc, juste à côté de nous, est pratiquement à 100 000 logements an. Eh bien, la question du financement est essentielle. C'est pour ça que nous sommes très heureux de vous recevoir chez nous. J'étais en train de dire qu'on a tous besoin de vous. Nous nous disions qu'on avait besoin des partenaires financiers. On était déjà en train de pleurer, mais notre ami du Botswana, alors là, lui, bon, je ne sais pas si il aura suffisamment de larmes encore, parce que chaque nous on pleure, lui pleure 3 fois plus encore. Mais c'est pour dire combien de fois on est tous en difficulté. Je voudrais profiter aussi pour féliciter Eric de la BHCI, parce qu'effectivement, en Côte d'Ivoire, depuis la restructuration de la BHCI, ils ont fait vraiment beaucoup d'efforts. Ils font vraiment beaucoup d'efforts. Et je crois que, suite à son plaidoyer de tout à l'heure, je vais peut-être domicilier mon petit salaire de fonctionnaire à la BHCI. Hein? Donc, voilà un peu l'autre chose que je voulais dire avant de passer à la présentation. C'est vraiment que, avant de partir, vous puissiez retenir et accepter de financer les petites PME nationales. Si vous n'acceptez pas, sous prétexte qu'ils n'ont pas suffisamment de capacité technique, sous prétexte qu'ils n'ont pas suffisamment de capacité financière, sous prétexte qu'ils ne sont pas encore assez robustes, ce que vous allez faire, c'est que dans la plupart des pays africains, vous allez nous obliger à toujours aller chercher des promoteurs en Chine, des promoteurs au Maroc, des promoteurs en Turquie. Il faudra bien qu'un jour, vous puissiez prendre avec nous le risque de financer ces petites PME nationales pour qu'un jour, elles deviennent également de grands promoteurs immobiliers. Mais si à chaque fois, vous leur rétorquez ce qu'ils disaient tout à l'heure, eh bien, naturellement, dans la plupart de nos pays, on va rester avec nos petites entreprises et on sera indéfiniment en train d'aller à l'extérieur pour aller chercher des promoteurs immobiliers. Et ça, je voudrais vraiment vous encourager à accompagner ces petites PME-là. Nous, on comprend que les banques sont des sociétés privées, c'est vrai. Il y a la question du partage des dividendes en fin d'année, etc. On le comprend. Mais en contrepartie, comprenez que le développement de notre continent passe aussi par l'acceptation du financement de toutes ces petites PME-là. C'est ce que je voulais dire avant d'entamer la présentation de notre projet de construction de logements sociaux en Côte d'Ivoire. En 2010, lorsque le président Alassane Ouattara a été élu, face au problème de logement, comme dans tous les pays, comme on l'a dit tout à l'heure, il a dit, dorénavant, nous allons faire des maisons à 5 millions de francs CFA, environ 10 000 $. Et nous allons faire en sorte que les Ivoiriens puissent avoir des crédits qu'ils vont rembourser sur 25 ans. C'est donc juste après ça qu'il a, j'allais dire, commencé, à partir de 2012, on a commencé à mettre en place le programme de 60 000 logements. Et pour dérouler tout le programme, on a commencé à mener un certain nombre d'actions. Ce qu'on a fait, c'était déjà de revoir le cadre juridique et réglementaire avec un certain nombre de décrets. On a regardé également tout le mécanisme du foncier. Notre ami de la Zambie en a parlé. Tout le monde sait que l'immobilier ou le logement social, de façon générale, commence par la question du foncier. On a suffisamment parlé des titres fonciers. Il faut d'abord sécuriser le foncier. C'est ce qu'on a essayé de regarder. Mais de mobiliser également des financements pour les VRD. Ce que nous nous sommes dit, si vous voulez abaisser le coût d'une maison, il faut aider le promoteur, par exemple,
en faisant pour lui ou en l'aidant avec les VRD primaires, l'amener d'eau, l'amener d'électricité, les réseaux d'assainissement, etc. Ça va l'aider à baisser le coût du logement. Donc, on a essayé de mobiliser les financements pour cela. On a également cherché à sélectionner des promoteurs qui ont des capacités financières et techniques. Et puis, enfin, comme on a des fonds qui sont dédiés à l'habitat, eh bien, on a regardé comment on pouvait redynamiser ces fonds-là. Alors, quand on a fait tout ça, on a pu avoir quelques résultats. C'est vrai que, comme je le disais, nous, quand on a commencé en Côte d'Ivoire dans les années 2010-2012, notre modèle a toujours été le Maroc. On s'est dit, c'est d'abord un pays africain. Ensuite, ils ont exactement le même problème que nous. Et deuxièmement, ils ont commencé à atteindre les résultats. Aujourd'hui, ils peuvent produire facilement 100 000 logements an. On s'est dit, dans ces conditions-là, pourquoi ne pas copier ce modèle qui est juste à côté de nous, qui est à moins de 4 heures de vol, et qui est probablement un bon modèle pour nous actuellement. Et donc, sur cette base-là, ce qu'on a fait, c'est d'abord de réglementer toute la question de la profession, en faisant un décret pour le choix des promoteurs et agréer leur programme. Ensuite, on a redynamisé les fonds, on va revenir là-dessus tout à l'heure. Et puis, l'autre chose qui est importante également, c'est toute la réglementation concernant les annexes fiscales, concernant les exonérations fiscales. La plupart des promoteurs qui travaillent en Côte d'Ivoire, on leur donne des exonérations fiscales, on leur octroie des exonérations fiscales, c'est quand même 18% en moins sur le coût du logement pour permettre effectivement de baisser le coût des logements. Alors, pour mettre en œuvre le programme, on a choisi 50 promoteurs immobiliers. Sur ces 50 promoteurs immobiliers, il y a environ 45 Ivoiriens, mais il y a 5 grands groupes qu'on a choisis qui sont venus de l'extérieur également. Et puis, pendant tout ce temps-là, on a produit environ 12 000 logements, et ces 2 dernières années, on a remis effectivement les clés d'environ 5 000 logements. Donc, demain, quand nous allons faire la visite de chantier, vous allez voir des populations qui ont commencé à habiter dans ces maisons-là. C'est donc au moins 5 000 clés qu'on a commencé à remettre. Il y a aussi, j'allais dire, toute la question de la réalisation des VRD. Vous allez voir tout ce qu'on a fait en matière de VRD, en ce qui concerne l'amener d'eau, d'électricité et tout et tout. Alors, je disais tout à l'heure que nous avons mobilisé du foncier. Donc, sur cette carte, les pastilles qui sont en bleu, ce sont les terrains que l'État a acquis. Donc, dans la réglementation, vous aviez par exemple des terrains qui coûtaient autour de 10 000 francs par mètre carré. L'État de Côte d'Ivoire a décidé que ces terrains-là, dorénavant, pour les logements sociaux, vont coûter 2 000 francs le mètre carré. Et donc, ça nous a permis d'acquérir autour de 560 logements, 560 hectares de terrain, ce sont les pastilles en rouge. Et puis, les pastilles qui sont en bleu, ce sont les terrains que les promoteurs immobiliers eux-mêmes ont pu acquérir de leur propre initiative, et ça tourne également autour de 500 hectares. Alors, la lumière, c'est par où, là, s'il vous plaît? C'est où il y a la lumière? C'est ici? Oh là là, je crois que je suis en train de... Voilà, la lumière. Cherche la lumière. La lumière. Pas la lumière, monsieur. Ah voilà, ça marche. C'est allumé. Il est allumé là. C'est allumé, en haut. Qu'est-ce que vous voulez faire? Cherche la lumière. Le petit truc, ouais, le point rouge. Ouais, le laser. Ah, vous pointez là? Là directement. C'est là. Ah non, là-bas, je peux. D'accord, alors donc on va. Ouais. Ok, en haut. Merci. Je m'excuse, hein. Ah non, là, j'y suis pas du tout. Voilà, voilà. On va y arriver finalement. Voilà. Exactement. Alors, tout ça, c'était simplement pour vous dire que les pastilles qui sont en rouge, ce sont les terrains de 589 hectares qu'on a acquis. Et les pastilles qui sont en bleu, ce sont les terrains de 519 hectares acquis par les promoteurs. Alors, demain, c'est ici que nous serons, à Songo, la visite qui est prévue. Voilà, dans cette partie d'Abidjan. Donc, c'est le schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan. Donc, c'était pour vous montrer l'ensemble des terrains qui ont été acquis par l'État. C'est pour cela que, dans la question de la mobilisation des financements, on a besoin de tous ces partenaires-là. Parce que vous savez que la plupart de nos pays étant des pays pauvres, la question du logement social est une priorité, mais l'agriculture est une priorité. La santé est une priorité. L'éducation des enfants dans les villages, les écoles primaires, etc. sont des priorités. Tout est prioritaire pour des pays qui ont des budgets qui sont complètement insignifiants. C'est donc pour ça que nous sommes tout en train d'insister pour dire
qu'on demeure tributaire de l'appui de tous ces partenaires-là. Concernant la question des défis, il y a 2 outils majeurs que nous avons mis en place en ce qui concerne la question du financement. Il y a le CDMH, c'est le compte de mobilisation pour l'habitat, et il y a le FSH, c'est le fonds de soutien à l'habitat. Le CDMH permet de refinancer les banques, et les banques en retour financent le crédit acquéreur. En février 2018, il y a environ 6 mois, anciennement, le CDMH que nous finançons refinançait les banques à 6%, et les banques finançaient le crédit acquéreur à 3,5%. On avait donc un taux de 9,5% qui était le taux de sortie. Donc nous avons abaissé le taux du crédit acquéreur aujourd'hui à 5,5%, en refinançant les banques à hauteur de 2%, et les banques refinancent, du moins financent le crédit acquéreur à 3,5%, la marge est de 3,5%, et donc le crédit acquéreur aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il est de 5,5%. Ce que nous demandons, c'est que le CDMH qui a 20 milliards aujourd'hui, il est relativement budgétivore. On a donc besoin de l'appui de tous nos partenaires pour l'alimentation de ce CDMH-là, afin que le crédit qu'ils vont faire puisse être, j'allais dire, le plus important possible, pour que la majorité des populations puissent avoir ce crédit-là. Je pense que si nous, État de Côte d'Ivoire, dans cet environnement, si nous avons fait un effort pour abaisser le crédit jusqu'à 5,5%, il est peut-être bon qu'on soit accompagné relativement à ça. Alors le deuxième fonds, qui est le FSH, le fonds de soutien à l'habitat, lui, il nous a permis de construire environ 3000 logements déjà à l'intérieur du pays, dans les zones rurales. Le principe, c'est de dire qu'en dehors des centres urbains, eh bien, dans la plupart de nos régions, en province, l'on pourrait construire également des logements socio-économiques. Et donc, c'est ce qui a été fait à travers ce fonds, qui est le FSH. Il est doté d'environ 9 milliards de francs CFA. Et ce qu'on veut aujourd'hui, c'est transformer ce fonds-là en un fonds de garantie, mais beaucoup plus pour les acquéreurs. Parce que, comme il l'a dit, il y a également beaucoup de promoteurs qui rejettent, parce que vous savez que dans notre système, le système informel est encore une réalité. C'est-à-dire simplement que ce n'est pas tout le monde qui a un bulletin de paye. Il y a des gens qui ont des revenus, mais qui n'ont pas de bulletin de paye. Or, dès qu'il n'y a pas de bulletin, naturellement, beaucoup de banquiers deviennent automatiquement frileux. Et donc, on s'est dit qu'il fallait mettre en place un fonds de garantie pour aider également ces acquéreurs-là à obtenir des crédits auprès des banques. C'est le rôle donc du FSH. Alors, en ce qui concerne les opportunités, dans notre esprit, le CRH-UEMOA, M. Agossa est déjà parti, nous a expliqué la dernière fois que lorsque nous sommes en train de refinancer les banques à 2% pour qu'elles-mêmes financent le crédit acquéreur à 3,5%, le CRH-UEMOA prend le relais pour refinancer le banquier à 4%, et le banquier, lui, il va mettre un taux de 2,5% pour faire 6,5% taux du crédit acquéreur à la sortie. Naturellement, ce 6,5%, il est toujours important pour nous, parce que le CRH-UEMOA aura plus de moyens que nous pour refinancer les banques d'abord, et puis ensuite financer le crédit acquéreur. C'est pour cela que, dans notre esprit, le CRH-UEMOA constitue une opportunité. L'année dernière, l'année surpassée, nous étions avec Shelter Afrique au Zimbabwe, où la Côte d'Ivoire a cotisé à hauteur de 1 milliard pour, si vous voulez, participer, n'est-ce pas, davantage, dans l'espoir qu'en retour, Shelter Afrique puisse l'accompagner également. C'est donc dit que Shelter Afrique, pour nous, constitue également une opportunité dans l'atteinte de nos résultats. Nous avions essayé également la parafiscalité à un moment, mais aujourd'hui, la parafiscalité peut être considérée comme une opportunité également. Parce que dans notre pays, chaque année, c'est 4 millions de tonnes de ciment qui sont produits et c'est environ 150 000 tonnes de fer qui sont produits. En faisant de la parafiscalité, eh bien, avec le ciment, on peut mobiliser facilement 20 milliards par an et environ 1,5 milliard par an sur le fer. Ça nous donnerait donc autour de 22 milliards qui viendraient en renfort au CDMH. Et comme je l'ai indiqué tout à l'heure, il y a aussi la transformation du FSH en fonds de garantie. Mais l'autre chose qui est non moins importante également, sur laquelle nous sommes en train de compter, et ça c'est l'occasion pour nous de dire merci au Royaume chérifien, au Royaume du Maroc, parce que dans le cadre de la collaboration entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, eh bien, ils nous ont apporté un appui de 20 milliards de francs CFA, qui nous a permis à hauteur de 15 milliards
de faire des travaux de VRD primaire sur les sites dont je vous parlais tout à l'heure, mais de nous aider également à hauteur de 5 milliards pour acquérir du foncier dans la réalisation des programmes de logements sociaux. Et donc, bien évidemment, au-delà des partenaires financiers qui sont là, eh bien, la coopération sud-sud dans le cadre de notre pays avec le Maroc nous a permis quand même de mobiliser des financements. C'est donc dire que même si les résultats